Entre deux news ce soir, deux sujets majeurs de l'actualité nationale seront au cœur de notre débat. D'abord, la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance annonce que 37 personnes ont été interpellées en 2025 à l'issue d'enquêtes transmises au pôle pénal économique et financier. Dans le même temps, l'institution indique que plus de 90% des agents publics assujettis ont effectué leur déclaration des patrimoines, une obligation légale censée renforcer la transparence dans la gestion publique en Côte d'Ivoire, des chiffres encourageants pour certains, mais qui interviennent aussi dans un contexte où l'indice de perception de la corruption publié par l'ONG Transparency International a légèrement reculé, passant de 45 à 43 points pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire progresse-t-elle réellement dans la lutte contre la corruption ou s'agit-il simplement d'un combat inachevé? Dans la seconde partie de votre émission, ce soir, nous parlerons de la filière cacao, pilier de l'économie ivoirienne. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a fixé le prix Borchamp à 1200 francs CFA, vous le savez très bien, le kilogramme pour la campagne intermédiaire, dans un contexte de chute de plus de 70% des coûts internationaux en 5 mois selon certains observateurs. Cette décision saluée par l'Observatoire ivoirien de l'ANACAD qui estime que sans l'intervention de l'État de Côte d'Ivoire, le prix aurait pu descendre autour de 900 francs CFA le kilogramme. Entre soutien aux producteurs, réalité du marché mondial et défis structurels de la filière, la stratégie ivoirienne est-elle la bonne? Pour analyser ces deux sujets ce soir, nos consultants sont là pour répondre également à nos différentes interrogations. Arsène Anoma, il est analyste politique. Bonsoir Arsène Anoma. À votre côté, Michel Betta, journaliste fondateur, directeur du quotidien Le Bélier. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Eric Bayala, journaliste analyste. Bonsoir à vous. Bonsoir Et Cédric. enfin, Maître Cédric Koné, conseil juridique. Bonsoir, Maître Cédric Koné. Bonsoir Cédric, Mais c'est un avant le plaisir débat, de vous retrouver après toutes ces semaines. Bien. La lutte contre la corruption demeure un enjeu majeur pour notre pays, la Côte d'Ivoire. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a tenu la semaine dernière un point presse pour présenter le bilan de ses activités pour l'année 2025 et décliner ses perspectives. Le point de cette rencontre avec Stéphane Kouassi. Devant les journalistes, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a dressé le bilan des activités de son institution menées en 2025. 10 858 assujettis à la déclaration de patrimoine. Au 31 décembre 2025, sur ce chiffre, nous avons enregistré 9 844 déclarations de patrimoine. Il s'agit ici de déclarations d'entrée en fonction ou de déclarations de début de mandat. Le secteur de la sécurité représente 21% des cas de saisine. Le secteur de la santé représente 13% des cas de saisine. Le secteur de la construction, 11% des cas de saisine. Le secteur de l'emploi, de la protection sociale, 10% des cas de saisine. Le secteur de l'éducation nationale, 5%. Le secteur de la justice, 5%. Et le secteur de la fonction publique, 4% des cas de saisine. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance est passée d'une moyenne annuelle de 132 plaintes et dénonciations reçues entre 2014 et 2022 à 450 requêtes entre 2023 et 2025. Pour l'année 2026, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance se donne d'autres objectifs. L'institution prévoit de renforcer les dispositifs de prévention et d'intensifier la lutte contre la corruption. Nous allons élaborer un indice national d'intégrité publique qui va directement sur la question de la corruption et qui devra servir de tableau de bord à chaque institution, à chaque ministère pour évaluer son niveau de robustesse face au risque de corruption. L'autre priorité attendue cette année, c'est la digitalisation du processus de déclaration de patrimoine. Selon les données présentées, la Côte d'Ivoire figure parmi les 10 pays africains les moins corrompus. Le pays obtient un score de 43 sur 100 en 2025 contre 45 sur 100 en 2024. En effet, le classement 2025 de l'indice de perception de la corruption, en abrégé IPC de Transparency International, publié en février 2026, classe la Côte d'Ivoire au 76e rang mondial sur 182 pays. Une légère baisse qui montre que la perception de la corruption reste un défi. Voilà, Arsène Anoma, la HABG annonce 37 interpellations en 2025. Est-ce que pour vous, c'est un signal fort de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire?
Effectivement, déjà même, il faut saluer la création de cette haute autorité de la bonne gouvernance-là, qui était au préalable un secrétariat qui a été érigé en institution, c'est-à-dire qu'il y a une véritable volonté politique de lutter contre la corruption, de faire régresser ce fléau-là en Côte d'Ivoire afin que la Côte d'Ivoire soit perçue de façon favorable et à la fois par ses populations et à la fois par la communauté internationale, parce que lorsque un pays est perçu comme un pays où la corruption est très endémique, est très présente, ça la met en porte-à-faux, ça la met en faiblesse vis-à-vis des institutions de bailleurs de fonds internationaux, et même la population éprouve des difficultés. Donc c'est déjà bien d'avoir cette volonté politique-là. Et ça se manifeste par le travail de cet institut. Il faut saluer ce que fait à sa tête le ministre Zoro Epifan, qui, les statistiques, comme il a donné, 37 interpellations, plus de 90%, je pense, 90,66% des personnes assujetties à cela l'ont fait. Et vous verrez que, par exemple, le nouveau président de l'Assemblée nationale, le 19 février dernier, lors d'une allocution à la tribune de l'Assemblée nationale, a enjoint tous ses collaborateurs députés à aller déclarer leur patrimoine, et pour leur emboîter le pas et montrer l'exemple, le 20 février, il s'est rendu lui-même au siège pour faire sa déclaration de patrimoine, et la haute autorité de la bonne gouvernance a décidé de déployer une équipe au sein de l'Assemblée nationale pour faciliter cette démarche-là vis-à-vis de nos parlementaires. C'est pour dire que nos autorités ont pris cela à bras le corps, et il ne se passe aucun jour sans que nous ayons des retours de procès qui ont été intentés au niveau du pôle pénal économique vis-à-vis de personnes de premier plan qui ont eu maille à partir dans ce domaine-là. Donc pour moi, je salue cela, et ça prouve que la Côte d'Ivoire a décidé de lutter contre cela. On ne peut pas, c'est un phénomène qu'on ne peut pas totalement éradiquer, parce que il existe de par le monde, mais on peut le faire baisser drastiquement. Et la Côte d'Ivoire a décidé de prendre le taureau par le cornes. Et je salue cette initiative-là qui commence à porter des fruits. Il y a Michel Betta, sur 40 procès-verbaux d'enquête transmis, 37 interpellations suivies. Est-ce un taux d'efficacité suffisant pour vous? Vous savez, sur la question, les enjeux sont énormes pour nos populations d'abord, parce que quand on dit que la corruption fait perdre à ce pays plus de 1000 milliards, pour un pays qui toujours est endetté, suffisamment endetté. Donc, c'est un problème crucial. Donc, il faut régler ça de façon efficiente. Mais quand tu analyses un peu les chiffres donnés par notre autorité, 10 000 personnes, bon, plus de 9 000 ont déjà déclaré leur patrimoine. Mais il y a quelque chose qui est surprenant quand même. Quand on observe, lorsque les hommes finissent leur fonction, c'est-à-dire ceux qui sont en fin de fonction, c'est moins de ceux-là il y a moins de déclarations. Alors que c'est là on peut contrôler effectivement s'il s'est enrichi de façon illicite. Moi, je dis, la lutte contre la corruption, je pense qu'on en viendra aux solutions, mais je dis, il faut même traquer les héritages. Parce qu'on connaît quand même le niveau de salaire de certaines personnes. Vous savez, la corruption, quand on en parle, parce que ceux qui sont chargés de contrôler, c'est d'abord administrativement. C'est administrativement. Donc, quand on connaît un peu les revenus au niveau de l'administration et quand on voit un peu ce qui se fait dans notre pays, on nous signale comme ça que les secteurs les plus indexés, c'est la santé, la sécurité et la construction. Vous voyez que c'est des choses, ça peut se contrôler aisément. Parce que quand quelqu'un finit de travailler à un poste de responsabilité et que son patrimoine est au-delà de ce qu'on peut espérer pour quelqu'un qui a travaillé là, on peut facilement mettre la main dessus. Mais si eux-mêmes, après avoir sorti de ces fonctions, ils ne viennent pas déclarer leur patrimoine, il y a trop de lacisme. Moi, je dis, en fait, je suis surpris. Tu vois, donc, quand on parle de quelqu'un qui est nommé, parce que ça veut dire que l'autorité plus élevée a décidé de te nommer. Mais déclarer ton patrimoine, ça doit aller à la nomination même. Il faut que ça soit inscrit à la nomination. C'est-à-dire, si dans un tel délai, tu n'as pas déclaré ton patrimoine, tu perds la nomination. Parce qu'il s'agit de nomination pour la plupart aux hautes fonctions administratives. C'est le chef de l'État qui le fait. Pourquoi ce lacisme-là, d'autres ne l'ont pas fait, d'autres, même quand ils sortent de la fonction, ils ne le font pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut cacher? Qu'est-ce qu'on veut cacher? Et puis, ce n'est pas des choses à cacher, on les rend publiques.
Ça dit qu'il faut que chacun puisse consulter son patrimoine pour dénoncer les fausses déclarations. On l'a vu en France la dernière fois, un ministre des Finances, de l'économie, qui a fait de fausses déclarations. Donc, il y a aussi les fausses déclarations. Donc, il faut rendre les déclarations publiques pour que chacun, selon son savoir, puisse indexer les fausses déclarations. Donc, vraiment, il y a tellement de problèmes encore à régler sur la question que je suppose que les efforts sont faits, mais à mon humble avis, ils sont vraiment pleins de lassisme et insuffisants. Bien. Maître Dikoné, faut-il rendre les déclarations publiques? Et puis, votre réaction sur l'utilité de l'institution, est-ce que vous la jugez efficace? Et enfin, pourquoi le taux de déclaration lors des cessations de fonctions tombe? Parce que les chiffres donnent 58,97%. Non, le problème, c'est qu'à ce niveau de la vie de la haute autorité pour la bonne gouvernance, on ne peut pas déjà chercher à dresser un bilan exhaustif à partir du moment où, très clairement, les objectifs de cet organe ne sont pas dispensés dans le public. On en parle aujourd'hui. Michel a pris l'exemple de la France, mais la France aussi, dans ce type de combat-là, a quand même des organes qui sont très jeunes. Là-bas, en France, on parle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui est née en 2013 à partir de la loi de Michel Sapin. Donc, c'est quand même des mécanismes institutionnels qui sont jeunes, qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup éprouver au niveau de la France, qu'on essaie ici, bon gré, mal gré, d'implémenter. Le véritable problème de cet organisme-là se situe au niveau même du système. Voilà. On parlera de corruption. On a l'impression que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, sont contre la réussite, sont contre le fait que certaines personnalités deviennent des milliardaires. Parce qu'on ne peut pas aussi dire que c'est le seul poste de fonctionnaire qui, aujourd'hui, permet à X ou à Y d'avoir de l'argent. Je peux toucher un héritage, je peux toucher des dividendes, je peux monter une affaire qui va me permettre de me hisser au sommet de la société malgré mon poste de fonctionnaire. Mais c'est interdit. Voilà. Non, j'y viens. Effectivement, il faut arriver à délimiter clairement les postures et les rôles. Il faut également comprendre que la gestion de la chose publique s'accommode d'une certaine probité. C'est là où le débat fait rage, c'est là où le débat y survient. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que les gens qui sont nommés à des emplois publics comprennent que la gestion de l'argent public amène les populations dans leur globalité à s'interroger sur le niveau de vie de ces serviteurs de l'État. C'est là où, j'ai envie de parler trivialement, c'est là où le bas blesse. Donc, c'est quand même aussi dans nos cultures de ne pas exposer son patrimoine. C'est pour ça que vous avez des statistiques qui sont quand même, on a envie de dire, où les gens, ils flouent un peu les chiffres. C'est pour éviter qu'on ne fouille dans leur vie, qu'on ne regarde un peu leur patrimoine. Mais aujourd'hui, la question, c'est de savoir, dans un système déclaratif, qu'est-ce qu'il faut déclarer comme actif? Pourquoi est-ce qu'il faut déclarer ces actifs-là? À partir du moment où on sait le pourquoi, du comment, vous allez voir qu'il y a certaines personnalités ou certains fonctionnaires qui vont refuser certains emplois parce qu'il y a une incompatibilité. Voilà. Mais tant qu'on ne sera pas dans un système qui met en lumière la transparence de la vie publique, donc ce sont des notions aussi à intégrer par nos politiques et puis par nos hauts fonctionnaires. Tant qu'on n'intègre pas les notions de transparence de la vie publique, tant qu'on n'intègre pas les notions de probité dans l'exercice d'un emploi public, on va toujours se retrouver avec ce type de situation où les déclarations ne correspondent pas à la réalité. Bien, merci. Éric, la déclaration de patrimoine a atteint 90,66% de conformité. Est-ce que vous voyez ici un succès institutionnel? Ouais, ce que je veux dire à ce niveau, effectivement, je ne pense pas que dans n'importe quelle appréciation statistique, on vous dira plus de 90% de l'objectif à atteindre et vous allez dire que les 90% ne sont pas l'expression d'une satisfaction. Effectivement, il y a eu une volonté manifeste de tous ceux qui sont assujettis à ce mécanisme-là d'aller donc pour faire cet acte déclaratif. Donc, si nous sommes à plus de 90%, je pense que c'est en l'honneur donc de cette institution, il faut saluer les efforts consentis. Maintenant, je pense que c'est un débat qu'il faut mener en mettant en potence
toutes les situations qui commandent que la réflexion soit vraiment pertinente. À entendre parler, on a l'impression que ceux qui pourraient être mis en cause, ce sont seulement des hauts fonctionnaires qui, à travers le rôle qu'ils occupent, ils gèrent donc les finances publiques et donc ils ont la possibilité de se servir. Vous connaissez bien qu'il y a eu beaucoup de réformes institutionnelles dans notre administration. Les programmes, on parle maintenant de plus en plus de budget programme, il y a eu beaucoup de réformes. Donc, ce qui était possible hier à peut-être un administrateur de services financiers qui avait une position privilégiée où il pouvait se servir à volonté, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Est-ce qu'on peut parler de corruption sans véritablement regarder l'aile gauche comme l'aile droite? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler de corrupteurs sans parler de corrompus? Sinon, on peut parler de corrompus sans parler de corrupteurs. Parce qu'effectivement, il faut que, excusez-moi, les populations comprennent que quand on parle de corruption, ça participe également de la responsabilité également des populations. Parce qu'il y a certaines personnes elles-mêmes qui font déjà des propositions parce qu'elles sont dans une situation un peu plus délicate. Mais ces personnes aussi sont concernées par la probité morale, par cette notion de tous travailler à lutter contre la corruption. Et donc, il ne faut pas forcément indexer les hauts fonctionnaires et puis oublier d'apprécier le rôle que joue le citoyen lambda, qui lui-même se met dans une posture de corrupteur, qui arrive dans une administration, qui voit que certainement les mécanismes proposés ou bien tout ce qu'il faut réunir pour avoir droit à un certain nombre de choses sont tellement complexes, c'est lui-même qui est le premier à faire les propositions. Comme on dit, quand on donne des conseils à la poule, il faut parler aussi à l'épervier. Pardon? Il peut proposer, mais voilà. Non, justement, dans cette approche, je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit, mais je dis que la sensibilisation ne doit pas être essentiellement axée sur ce qu'on parle de corrompus. Il faut également parler, qu'on appelle ça, aux corrupteurs, parce que c'est les deux faces d'une même pièce. Et puis, aujourd'hui, en ce qui concerne la position de la Côte d'Ivoire sur la question de la corruption, il faut reconnaître qu'il y a eu une avancée notable. Si mes chiffres sont bons, je pense que la Côte d'Ivoire gagne 5 points, elle gagne 18 places. De la 87e place, on se retrouve à la 69e place. Ça veut dire effectivement qu'il y a une avancée. C'est vrai que quand on voit que les habitudes sont têtues et qu'elles sont vieilles, il n'y a aucun pays au monde d'une démocratie aussi qu'on appelle avancée où ils sont à un taux de corruption zéro. Et donc, la marche à pouvoir assainir les finances publiques, à pouvoir assainir notre administration, à pouvoir lutter contre la corruption, telle que présentée par la haute autorité de la bonne gouvernance, ce sont des initiatives à saluer, à encourager, quand bien même qu'on sait qu'il faut toujours continuer dans la sensibilisation pour que les Ivoiriens puissent s'approprier cela pour lutter ensemble. Contrairement à vos chiffres, pour ce qui concerne l'ONG Transparency International, la Côte d'Ivoire baisse pour ce qui est de l'indice des perceptions de corruption de 45 à 43 points. Est-ce que c'est préoccupant pour vous? Oui, mais vu sur cet angle-là, justement, quand vous êtes déjà à un niveau un peu plus élevé que vous régressez de 2 points, mais ce n'est même pas même le nombre de points qui est important. Le fait même qu'on observe une régression, il y a lieu de pouvoir s'inquiéter, il y a lieu de s'interroger. Parce que la logique aurait voulu que de 43 points, on puisse aller crescendo pour aller vers les performances les mieux indiquées. Mais reculer, ça veut dire que quelque part, il faut essayer de voir quelle est la pièce qui fait que l'engrenage est aujourd'hui bloqué et qu'on n'arrive pas à avancer. On n'a pas besoin de faire peut-être des sorties de polytechnique pour comprendre que quand il y a une régression, cela est à regretter. Et donc, comme nous le disons, il faut encourager l'effort, sinon les efforts qui sont consentis par la haute autorité de la bonne gouvernance. Et à ce titre-là, je voudrais profiter pour dire merci au président de cette institution, le président Epiphane Zoro Bibalo. Mais avec lui, ce sont des questions qui sont transversales. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a la haute autorité qui chapeaute, mais dans toutes les administrations aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes qui sont intégrés. Il y a eu beaucoup de réformes au niveau de la fonction publique, par exemple. Et c'est pour cela que nous saluons Madame la ministre d'État Anne Désiré Ouleto, qui a eu à permettre un certain nombre de réformes qui aujourd'hui permettent que notre administration, justement, quand vous voyez même l'intitulé de l'administration, c'est ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Parce que pour lutter efficacement contre la corruption,
il faut réduire le rapport de l'homme à l'argent. C'est pour ça que le digital devient de plus en plus important. Vous voyez, aujourd'hui, on parle des trésors pays, on parle de payer les impôts qu'on appelle de façon numérique, tout et tout. Plus on va vers un système digital, mieux ça sera et on constatera une baisse considérable de la lutte contre la corruption. Alors Michel Betta, ensuite Arsène Anoma. Michel Betta, la question c'est que le taux de déclaration chez les membres du gouvernement se situe à 99,15%. Est-ce que vous trouvez ces chiffres crédibles et symboliques? Non, disons, quand les chiffres montent, ben, c'est toujours à saluer. Mais la question que je me pose personnellement, je me dis, qu'est-ce qui peut empêcher un membre du gouvernement de déclarer son patrimoine? Parce qu'en fait, ils sont combien? Ils sont 40, hein, je pense, les ministres et les membres du gouvernement. 40 personnes. Mais on est 33 millions de personnes. Le président choisit de te nommer. Mais ça c'est un impératif que de déclarer ton patrimoine. Moi, quand on dit qu'il y a des blocages, je veux comprendre les blocages pour voir si à notre niveau même on peut analyser pour apporter des solutions. Parce que je ne peux pas admettre que quelqu'un qui va manipuler dans l'argent public ne puisse pas d'abord déclarer son patrimoine et il va manipuler l'argent public. Et si ce n'est pas fait, faut-il sanctionner sévèrement? Je me demande jusqu'à quand le président va le faire. Moi, je me dis, c'est qui? La première question que je me suis posée, qui est-ce qui n'a pas déclaré? Il faut qu'on puisse le connaître c'est aussi important. Quand à vouloir, comme quelqu'un le disait ici, on ne peut pas déclarer son patrimoine. J'ai dit, mais si tu veux prendre un poste, il faut le déclarer. Si tu ne veux pas, aujourd'hui, là, on te propose un poste, si tu as la latitude de dire oui ou non. Donc, ça, là, ce n'est pas des choses sur lesquelles qui peuvent se négocier. Ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une contrainte ni pour le ministre, ni pour le président. Donc, quand tu viens à ce niveau de responsabilité-là, déclarer ton patrimoine doit aller de soi. Et qu'aujourd'hui, on a constaté que certains n'ont pas déclaré, on se demande qui sont-ils. Il faut qu'on nous les dise pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. Bref, vous dire que c'est des choses, ça doit tellement être, je veux dire, des choses qui vont de soi, qu'aujourd'hui même constater que quelqu'un ne l'a pas fait, ça nous interroge aussi la capacité même des personnalités à diriger ce qu'ils ont à diriger. Bien. Voilà, il faut qu'on s'interroge. Arsène Anoma, 450 alertes de corruption ont été enregistrées en Côte d'Ivoire en 2025. Est-ce que vous trouvez cela beaucoup ou peu pour un pays comme la Côte d'Ivoire? Non, mais comme je le disais, relativement au classement que nous avons dans Transparence, nous avons reculé de 2 points. J'estime que c'est énorme. Et c'est justement parce que cette situation existe que la Haute Autorité de la bonne gouvernance redouble d'efforts afin d'obtenir des résultats probants. Ils ont mis sur pied plusieurs mécanismes de dénonciation. Il y a une ligne verte pour les joindre. Il y a plusieurs campagnes de sensibilisation et d'information sur les mécanismes de dénonciation, tout ça. Donc, pour moi, j'estime que c'est énorme, certes, mais il y a un véritable travail qui est fait. Et lorsque une situation était là, je peux dire de façon endémique, pour la résoudre et sentir effectivement les effets, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut, comme d'autres l'ont dit avant moi, saluer déjà ce qui est fait et attendre les résultats. Mais il y a un fait sur lequel je voudrais revenir. Très souvent, on pointe du doigt l'administration publique. Mais ce phénomène ne concerne pas que l'administration publique. Moi, j'ai eu un compte rendu de procès où la personne mise en cause était un cadre de banque. Et cette personne-là détournait l'argent des défunts. Ça veut dire que lorsqu'il a connaissance qu'une personne est décédée, et par divers mécanismes, il vide le compte du défunt. Et ce sont des choses, ce ne sont pas des agents publics. Ça veut dire qu'on ne faut pas regarder seulement du côté de l'administration publique, mais c'est quelque chose qui est dans divers secteurs. Et tous les secteurs sont impactés par cette lutte-là. Et moi, je suis confiant parce que toute chose, c'est déjà la volonté politique. Lorsque la volonté politique existe, et moi je le dis, le départ de la résolution des problèmes en Côte d'Ivoire et en Afrique, dans nos pays, c'est la volonté politique. Dès qu'il y a une volonté politique, dès qu'il y a une démarche, moi je salue cela. Et vous voyez qu'il y a des choses qui sont faites et les résultats seront tangibles sous peu. Bien. Maître Dikoné, Arsène Anoma estime que 450 alertes de corruption, c'est énorme. Et vous? Oui, j'ai envie de dire c'est faible. Parce qu'aujourd'hui, le parallèle que Arsène a tenté de faire avec le privé n'est pas juste.
Ce que l'agent de banque a fait, c'est du vol pur et simple, donc la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Aujourd'hui, on parle de corruption parce qu'il s'agit du service public, il s'agit d'argent public, il s'agit également du fait que certains fonctionnaires soient là à leur place pour rendre un service public et ils le font contre rémunération. Donc, pour parler trivialement, ils se payent sur le poil de la bête. C'est de ça dont il s'agit, c'est ce qui est déplorable. Tout à l'heure, mon prédécesseur a parlé de la réduction de l'argent à l'homme, en fait. Le véritable problème qui entraîne la corruption, c'est que tout le monde se dit, bon, nous sommes dans une espèce de système D, on a des problèmes de loyer, on a des problèmes de déplacement, on a des problèmes de cherté de la vie, donc je peux le faire sous couvert que je puisse moi aussi arrondir mes fins du mois, gagner ma pitance quotidienne. Donc, pour qu'on puisse avoir des pas significatifs en matière de réduction de la corruption, c'est déjà de voir comment est-ce qu'on peut changer le système pour combattre la cherté de la vie, comment est-ce qu'on peut changer le système pour combattre la cherté du transport, comment est-ce qu'on peut changer le système pour que l'individu lambda puisse ne pas avoir besoin de recourir à ces petits subterfuges-là pour pouvoir arrondir ses fins du mois. Donc le problème, il est systémique. Ce n'est pas une obligation pour les gens d'être dans des postures de corrompus ou de corruption, mais tout est question systémique. Quand vous allez également dans une administration que les conditions sont tellement drastiques pour obtenir un service public, la corruption intervient, ça devient un réflexe. Je vous donne un exemple. Vous perdez votre reçu pour le passeport, on vous demande d'aller faire une déclaration de perte au commissariat de la ville. On vous demande également de faire contresigner cette déclaration de perte-là par un département au ministère de l'Intérieur. Et vous jugez que ce n'est pas normal? Non, je trouve que ça appesantit la procédure, mais pour rien. Pour rien. Puisqu'ils ont reçu. Oui, il y a un reçu, c'est enregistré quelque part. Voilà. Je vous prends encore un autre exemple. Quand vous perdez votre carnet de santé, pourtant vous avez déjà été contrôlé à plusieurs reprises à l'aéroport national. Vous êtes censé figurer dans les bases de données et on sait à quel moment est-ce que votre vaccin il expire. Mais en fait, payer à nouveau le vaccin et on injecte à nouveau le vaccin à l'usager. Donc, ce sont des pratiques qui tellement appesantissent les procédures que les gens sont enclins à vouloir s'octroyer sur place des passe-droits. Et le passe-droit le plus commun, le plus facile, c'est l'argent. Donc, glisser de l'argent à un agent dans l'exercice de ses fonctions pour tout de suite avoir un service allégé, un service soigné, pour pouvoir s'estimer des mailles de la procédure. Alors, Éric Bayala, les secteurs les plus touchés par la corruption en Côte d'Ivoire en 2025 sont la sécurité, la santé et la construction. Commentaire? Oui, bon, ceux qui sont en charge d'étudier la question ont pu peut-être clairement faire ce diagnostic. Mais vous, qu'est-ce que ça vous inspire, ces secteurs-là qui sont Mais ce sont des secteurs qui participent à la vie de tous les jours. Un homme qui est dans une cité, naturellement, il a des rapports de mieux-être. Donc, il y a forcément la notion de la santé, il a des problèmes de sécurité. Et puis aujourd'hui, tout le monde veut se loger, tout le monde veut trouver un logement. Donc, il y a également la notion de la corruption. Mais je pense que la corruption va peut-être de mèche avec le blanchiment. Et donc, généralement, les gens, ils ont beaucoup de ressources qu'ils ne peuvent pas aller déclarer à la banque. Et donc, ils injectent ça dans le circuit de la construction. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les différents mécanismes qui sont mis en place, avec ce que l'État a fait comme réforme, vous pouvez avoir un beau matin sur votre chantier des agents du pôle pénal économique et financier vous demandent, oui, bon monsieur, vous êtes en train de construire un tel immeuble d'un tel standing, venez nous déclarer l'origine de vos fonds pour voir comment est-ce que vous avez reçu cet argent, vous êtes en train de construire votre immeuble. Cela participe également à savoir, pour diminuer la question de la corruption. Mais là où je ne suis pas trop d'accord avec Maître Cédric, quand il renvoie tout à la cherté de la vie, le fait qu'on se déplace difficilement, on a des problèmes de loyer, est-ce que c'est un justificatif pour faire la corruption? Justement, Beta le disait... C'est peut-être pas un justificatif, mais c'est une motivation. Justement, malheureusement. Voilà, je ne justifie pas, hein, je ne suis pas d'accord, mais c'est une motivation. Merci, M. Reconnu. Allez-y, Éric Bayala. Voilà, donc ça vous dit que justement, Michel Beta l'a dit, qu'il y a certains postes
qui ne sont pas compatibles avec peut-être la fonction que vous occupez. Si vous estimez que vous avez des problèmes de déplacement, vous avez des problèmes de sécurité ou des problèmes de loyer, et que ça peut être des sujets, sinon des mécanismes qui peuvent vous motiver, pour utiliser vos termes, à être corruptibles, mais justement, c'est là que la probité prend rendez-vous avec soi-même. Justement, parce que quand vous êtes un haut fonctionnaire et que la première pierre qu'on doit peut-être vous jeter est que vous ne remplissez pas toutes les vertus de probité, mais il y a un problème. Justement, parce que voilà pourquoi nous avons dit que le problème, c'est de sensibiliser l'ensemble de la société. Pour dire que quand vous avez une responsabilité de service public, l'État, en compensation, vous verse ce qu'on appelle votre salaire. Bien. Et que vous avez seulement que le droit de faire le service pour que la société aille mieux. Alors, mais si vous devrez vous laisser motiver... Pour vous, la corruption est-elle aujourd'hui un problème voilà, de système ou de comportement individuel? Oh, mais c'est justement c'est le comportement qui, in fine, finit par devenir le système en lui-même. Voilà pourquoi je dis que c'est une question de sensibilisation et d'éducation. Je prends un exemple. Regardez même dans nos rapports de tous les jours, pour aller acheter, payer sa facture, vous arrivez, le rang est long. Mais au lieu d'avoir ce comportement citoyen pour vous mettre dans le rang, le gars prend sa facture, il glisse quelques billets à l'agent de sécurité qui est là, et tout ça, c'est la forme de corruption. Mais justement, parce que pour lui, il peut pas. Pour éviter ça, il aurait fallu qu'il prenne les dispositions pour payer peut-être sa facture plus tôt ou encore moins de venir de se mettre dans le rang. Mais quand vous venez non seulement à la fin des délais et vous voulez être le mieux servi, c'est vous-même qui vous mettez dans la posture du corrupteur. Voilà pourquoi je dis, il ne faut pas adresser cette question-là uniquement en voyant ceux qui occupent les hautes responsabilités, en voyant peut-être le corrompu, mais il faut voir aussi le corrupteur. Et je pense qu'il ne peut pas avoir de corrompu sans corrupteur. Et donc cette question est une question nationale, est une question de probité, de morale et de citoyenneté qui doit être adressée. Autant que nous sommes sur ce plateau, chacun a sa part de responsabilité. Est-ce que quelqu'un peut dire ici qu'il n'a pas lui-même à un moment donné proposé quelque chose pour avoir une facilité? C'est ça le problème. Moi, je lève la Bien. main. Voilà. Oui, moi, je veux justifier. Non, parce que, je le dis, Merci. parce qu'en dehors de ce... Merci Déconné, s'il vous plaît. Allez-y, Eric Benalla, En tout cas, rapidement. moi, je peux lever la main pour Bon, ça. dans tous les cas, c'est un mois sain. Et je renvoie chacun d'entre nous au tribunal de sa conscience. Mais ce que je peux dire, c'est que pour cette notion de lutte contre la corruption, autant je me sens concerné, autant nous sommes tous sur cette table, nous nous sentons concernés. Parce que si quelqu'un de nous pose un acte manqué, il alimente d'une manière ou d'une autre le système de la corruption. C'est pour ça que chacun à son niveau doit pouvoir revêtir la responsabilité de la probité et adresser ces questions-là en toute Bien, responsabilité. merci Eric Benalla. On vous permet de réagir tous. Arsène Arnaud, rapidement. Moi, je voudrais d'abord revenir sur ce qu'il a dit. Vous aurez une minute chacun, on Ce a que je terminé. voulais dire, c'est que, par exemple, lorsque je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il a parlé, c'est vrai, c'est du vol, mais si dans un système, tu permets à des personnes de t'aider pour commettre un certain acte, pour mettre un retour, c'est aussi une forme de corruption. Ouais. Maintenant, ce que je pourrais dire, c'est qu'à la fin, comme on le dit, moi, malgré le fait que c'est une situation qui est présente et qui est condamnée, je salue la mise en place de cette institution. Je salue les efforts qui sont faits. On a dit tantôt qu'au sein du gouvernement, c'est 99%. On attend celui qui n'a pas fait pour que ça atteigne 5%. Si là-haut du poisson s'y met, c'est qu'il y a des choses qui sont faites véritablement et il faut saluer cela. Voilà. Bien. Michel Bétard. Non, moi, je suis un peu surpris qu'on veuille justifier la corruption. Bien, pour vous, c'est un problème de système ou... Non, en fait les corrompus, les corrompus, je parle plus des corrompus que des corrupteurs, parce que même en Europe, chacun est tenté de corrompre. Mais qui fait le blocage? C'est celui que tu dois corrompre. Donc, en fait, il faut que chacun comprenne sa place. Il faut prendre ta place, il faut avoir ta place. On entend ici souvent... On dit la même chose. Hein? Non, mais tu dis
que ça nous concerne tous presque. Oui, nous sommes sensibilisés sur la question, mais chacun a son rôle. Et le rôle le plus important, c'est les corrompus qui sont le problème. C'est pas trop les corrupteurs, c'est les corrompus qui sont le problème. Non, parce que partout, il y a des tentatives de corruption. Même quand tu vas aux États-Unis, même tu vas en France, même dans les pays, même dit la Suisse, il y a des tentatives. Mais comment ces tentatives échouent? Parce que celui qui doit être corrompu refuse de céder. C'est ça la grande question. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, la autorité de la bonne gouvernance a été mise en place. Il est demandé à tous ceux qui occupent des responsabilités importantes dans l'appareil administratif de déclarer leur patrimoine, qu'ils le fassent. À tous les niveaux de la société. Ce n'est pas forcément au niveau... Mais je dis à ceux qu'on demande de déclarer leur patrimoine et ceux qui finissent les fonctions sans les déclarer, qu'ils le fassent aussi, parce que aussi, ça nous pose un problème. Parce que tu ne peux pas finir, on ne sait pas combien tu as gagné et combien tu as gardé sur toi. Donc, toutes ces questions-là, il faut qu'on les résolve rapidement parce qu'elles peuvent être résolues. Merci de connaître. Il y a la dimension psychologique dans la corruption. Vous êtes le neveu d'un haut responsable, vous allez dire bonjour à ce haut responsable-là. Le haut responsable, psychologiquement, en tant qu'oncle, il se sent obligé, par exemple, de vous payer le carburant. Sauf que lui, ça crée un trou dans ses finances personnelles qu'il doit, à un moment donné, remplacer, sinon ça va créer des problèmes en chaîne. Donc, le problème de la corruption, il est systémique. Tant qu'on n'essaie pas de régler tous les problèmes de la société, et très souvent liés à la cherté de la vie, nous n'allons pas nous en sortir dans la mesure où ça devient un cercle vicieux, malheureusement. Parce que inversement, le corrupteur devient le corrompu et le corrompu devient le corrupteur. Ça dépend des situations. Donc, le problème, il reste systémique. Il faut créer des conditions de vie idoines pour que la corruption s'estompe. Bien, on termine avec vous, Eric Bayala. Oui, ce que je veux dire, vous prenez les pays les plus développés, où les gens ont des rémunérations avec le SMIC qui est amélioré, tout ce qui fait. Mais pourquoi on y trouve encore de la corruption? Mais justement, c'est parce que, comme je le dis et je continue de le répéter, en Côte d'Ivoire, il y a eu des efforts considérables qui ont été faits. En Côte d'Ivoire, on a remarqué qu'au niveau de l'État, le SMIC a augmenté, les salaires ont augmenté. On parle même, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays où les fonctionnaires sont traités comme des agents du privé. Ils ont un 13e mois, c'était qu'on appelle le tiers. Maintenant, je pense que c'est devenu le 2 tiers de leur salaire. Ce sont des efforts consentis par l'État qui ne sont pas à négliger. Et je pense que la volonté politique du président Alassane Ouattara pour adresser cette question ne s'est pas restée seulement sur, si vous voulez, le verbe, mais il y a mis du contenu et il a posé des actes pour aider, justement, comme Cédric le dit, pour améliorer les conditions de vie des citoyens, de sorte à ce que chacun se sente à l'aise pour que dans le rendu du service public, il ne soit pas tenté, justement, d'être corrompu. C'est l'heure maintenant du chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 2000. Voilà, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique a ouvert un recrutement exceptionnel au titre de l'année 2026 de 2000 enseignants. Un premier test vise à recruter 1078 professeurs de mathématiques bivalents, contractuels et 286 professeurs de physique, chimie et sciences de la vie et de la terre. Bivalents également contractuels pour les collèges. Et puis, le second test permettra le recrutement de 418 professeurs contractuels de mathématiques et 218 professeurs contractuels de physique, chimie pour les lycées en Côte d'Ivoire. Commentaire, Eric Bayala. Je pense que c'est une décision à saluer, surtout que l'année scolaire au cours de laquelle nous sommes déjà, qui n'a pas encore été achevée, on a pu constater qu'il y a un déficit d'enseignants en mathématiques, au point même où comment je vais dire ça, la cellule qui se charge de la promotion des mathématiques en Côte d'Ivoire avait déjà posé le postulat à l'idée de savoir qu'on constate de plus en plus que la jeunesse s'éloigne des mathématiques. Moins on a des élèves en mathématiques, ça veut dire qu'in fine, on n'aura pas assez d'ingénieurs, on a besoin des ingénieurs pour construire le pays. Et donc, il faut qu'on ait des professeurs de mathématiques et de physique-chimie parce qu'on a constaté dans nos lycées et collèges qu'il y avait un manque important de professeurs de mathématiques et de physique-chimie. Et je pense que là, le ministre Nguessan Kofi vient de pointer du doigt
cette question et en prenant cette mesure, il s'inscrit dans la poursuite de pouvoir résorber un tant soit peu ce manque d'enseignants. Et je pense que c'est une initiative à saluer. Bien. Maître, vous connaissez un mot sur des enseignants bivalents, physique, chimie et sciences de la vie de la Terre. Oui, c'est un peu... je reste quand même dubitatif. Hein. S'ils sont bivalents, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le temps de se concentrer ou sur les mathématiques ou sur les sciences physiques. Ils font les deux matières en même temps. Alors qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin du qualitatif, compte tenu du retard considérable que nous avons cumulé. Donc aujourd'hui, c'est quand même une mesure à saluer, sauf qu'il faut aller plus loin dans cette mesure-là. Il faut insister sur le qualitatif pour que les fruits de ce recrutement-là en matière de formation puissent être vraiment aptes et conscients qu'il faut servir l'État de Côte d'Ivoire pour faire progresser le pays tout entier au-delà de tous les clivages auxquels on assiste un peu partout en Côte d'Ivoire. Michel Betta, commentaire sur ce chiffre? Oui, mais il faut encourager déjà le ministre dans cette volonté de recruter suffisamment d'enseignants des sciences, les sciences mathématiques et physiques. Moi, je dis que c'est des sciences qui ne sont pas difficiles. Il ne faut pas que nos enfants se fassent peur eux-mêmes en disant que non, ce n'est pas difficile. Il suffit de les aborder et de s'intéresser pour les connaître. Ouais, puis la deuxième chose que je veux rappeler aussi, il faut donner de la matière à ces sciences-là. Je vois que, tu vois, on a l'alphabet. L'alphabet ABC, on le voit. Mais quand on parle de carbone, aucun enfant n'a vu le carbone. Ce n'est pas normal. Il faut les sciences physiques, on les montre aussi aux enfants. L'atome, il faut qu'ils puissent le voir. Il faut les laboratoires pour cela. Bien, pour vous, donc la pratique et plus d'expérimentation. Voilà. Alors, Arsène Anoma. Oui, moi je salue cette mesure-là parce que ce n'est pas une mesure hasardeuse. Hein. Avant de prendre la mesure, le ministre de l'Enseignement de l'Éducation nationale a rencontré par exemple le professeur Salih Touré, qui est le président, je crois, de la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Et il a étudié avec lui les possibilités de résorber le déficit d'enseignants en mathématiques. Et donc, c'est une très bonne idée. Mais aussi, il faut souligner le fait qu'il faut améliorer les conditions de travail des enseignants. Parce qu'on vient à un métier parce qu'on peut bien y vivre. Et tant que le métier d'enseignant, en général, ne sera pas attractif, les esprits, ceux qui voudront le faire, n'y arriveront pas. Parce que quelqu'un qui est à l'INP ou bien qui peut aller à l'INP ou bien à l'NSTP, je ne vois pas pourquoi il va laisser ça pour venir être enseignant. Donc, il faut, avec la volonté, il faut y mettre les moyens. Merci Arsène Anoma. On marque une courte pause, on revient juste après pour parler de notre second sujet consacré au coût du kilogramme de cacao, le nouveau prix Borchin intermédiaire. Nous avons l'OIA qui salue la fixation du nouveau prix, mais avant la réclame publicitaire. Voilà, nous sommes dans notre seconde partie. On commence avec vous, Arsène Anoma. Est-ce que vous estimez que cette décision protège réellement les producteurs 1200 francs CFA, même si on avait déjà abordé le sujet? Bon, moi j'estime qu'au vu du prix du cacao sur le marché mondial actuellement, il faut reconnaître que le prix est bon. Parce que si ce prix-là n'avait pas été donné, accompagné par le Conseil Café Cacao et l'État de Côte d'Ivoire qui stabilise ce prix-là en injectant des fonds, on aurait pu se retrouver, comme l'a dit l'OIA, à un prix encore inférieur. Donc, pour la conjoncture mondiale actuelle du prix du cacao, je pense que le prix est bon. Mais il faut véritablement poser la réflexion sur le cacao et les prix qui sont affichés chaque année. Et comme on l'avait dit dans une émission préalable, il faut que la Côte d'Ivoire sorte maintenant de ce paradigme-là d'exploitation. Et effectivement, le gouvernement a pris le taureau par les cornes et est en train d'arriver à une semi-transformation du cacao. Parce que le prix ne chute pas sur le marché de façon hasardeuse. Le prix chute parce que, à un certain moment donné, l'offre est tellement élevée que la demande ne peut pas absorber toutes les offres. Donc, il faudrait, par exemple, comme certaines organisations le font pour le pétrole, avoir un mécanisme de régulation du tonnage de cacao qui est présent sur le marché chaque année. Et puis arriver... Vous êtes en train de dire que l'offre est supérieure à la demande? Oui, actuellement, l'offre est supérieure à la demande parce que sur le marché international, la demande de consommation, par exemple, de chocolat est tombée. Donc, l'offre est devenue moindre. Et quand l'offre est moindre, les acheteurs ne sont pas beaucoup présents. Donc, il faudrait arriver à un système où
on peut faire de la rétention chaque année et injecter sur le marché en fonction des besoins des producteurs majeurs que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana, un certain nombre de quotas qui feront que les prix vont toujours être maintenus à un bon niveau. Donc pour moi, c'est cela. Et ça ne peut se faire que si nous allons à la semi-transformation qui est le beurre de cacao, parce que là, ça va permettre de conserver le cacao au moins 2 ou 3 ans, contrairement à actuellement où il est en ferme, où il ne peut être conservé que 2 à 3 mois. Et c'est cet objectif qui est atteignable parce qu'actuellement, nous sommes à 30% de semi-transformation. Le gouvernement a pour prévision d'arriver à 50% à l'horizon 2030 et 100% dans les prochaines années. Et lorsque nous arriverons à cela, je pense qu'on pourra mieux exporter le cacao dont le marché a besoin. Michel Betta, réaction sur l'offre supérieure à la demande. Et puis, il y a l'OIA qui dit que sans l'intervention de l'État de Côte d'Ivoire, le prix aurait pu tomber à 900 francs CFA le kilogramme. Vous savez, je parle de narratif, mais certains vont dire la réalité économique. Moi, je préfère utiliser le nom narratif parce que la réalité, c'est l'homme qui l'a créé. Je disais, le narratif autour de l'économie du cacao dit que l'offre, c'est lié à l'offre et la demande. Et cette offre et la demande est liée surtout au stock disponible, aux fonds spéculatifs et au climat. Voilà les différentes raisons que les uns et les autres avancent. Maintenant, moi, je dis, mais quand on a fini de dire ça, qu'est-ce que toi, pays producteur, tu fais? Comment tu te comportes? Parce que tu connais les raisons qui poussent les uns et les autres à faire chuter le prix de ta denrée. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 60 ans que nous sommes indépendants. 60 ans, nous avons vendu des fèves de cacao. Et je vais vous dire quelque chose qui est encore choquant. Les fèves de cacao ne rentrent pas dans les pays où ils vont. Hein. Ils sont broyés au port, notamment au port de Havre en France. Ils sont broyés dans les ports. C'est-à-dire qu'on pile ça dans le port, c'est la poudre, on envoie au chocolatier. Donc, en fait, on a un système où on fait fi de notre poids pour nous soumettre à quelque chose qui ne nous arrange pas et qui fait de sorte que nos producteurs, nos pauvres planteurs, dont nous sommes en train de faire, je pense que politiquement, on fait semblant de les aimer. Si on les aimait réellement, on n'allait pas les soumettre à cette humanisation-là. Parce que imaginez-vous quelqu'un qui a 2800 en G. Ne serait-ce qu'en G, d'abord, ils n'ont pas tout payé, on leur doit encore. Il a donné son produit pour lequel il a travaillé toute l'année et quelqu'un n'a pas payé. Toi, tu peux accepter ça dans ton salaire? Tu travailles et puis on ne te paye pas? Personne ne peut accepter ça. Pourquoi les planteurs subissent ce genre de situation? Et encore, on décope leurs produits, 1600 de moins, et ils sont à 1200. Quand c'était à 2800, c'est le président même qui allait annoncer. Moi, il dit même pourquoi 1200 il n'est pas venu annoncer pour expliquer les raisons. Parce que c'est ça aussi. On s'est à croire qu'on donne l'impression qu'on veut leur bien, mais politiquement, on montre qu'on n'a pas ça comme préoccupation. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Il y a lieu de trouver des solutions idoines vis-à-vis de notre cacao. Parce que si on continue comme ça, on sait que chaque année, ça va continuer de baisser et on ne pourra rien faire. Il faut arriver à stocker le cacao, comme l'a dit Anouma. Il faut arriver à faire de la rétention pour que le marché subisse la production plutôt que la production subit le marché. C'est nous qui sommes les producteurs. Et quand on arrive à cela, on peut parler maintenant de bien-être des producteurs. Bien. Et la pénibilité du travail agricole, il faut qu'on résolve ça aussi. Le travail agricole est trop pénible. Quelqu'un qui va au champ avec une machette, qui n'a que ses reins pour lancer la machette, vraiment, je me demande qu'est-ce qu'il peut produire avec ça. Bien. Il faut qu'on y sorte. Je finis par là. Toutes les années, nos ministres sont au Salon international de l'agriculture. Mais quand on regarde notre agriculture... À Paris. Salon international de l'agriculture à Paris, toutes les années, avec les budgets qui vont avec, on dit qu'on doit inviter spécial, on s'en va. Mais quand on regarde leur agriculture, et puis notre agriculture, on est à des années-lumière de leur agriculture. Mais qu'est-ce qu'ils vont voir là-bas et qu'ils ne peuvent pas répliquer ici? C'est la grande question. Il faut que ça change. Bien. Eric Bayala, la baisse de la consommation mondiale de chocolat explique-t-elle réellement cette chute du prix du kilogramme du cacao? Et puis, nous assistons aussi, faut-il le rappeler, à une chute de plus de 70% des cours en 5 mois. Est-ce que cela est exceptionnel? Oui, justement, la baisse vertigineuse du prix
de 70%, on peut dire que dans ce contexte-là, il est exceptionnel parce qu'on était à 2800 le kilogramme Bosch et on a remarqué qu'il y a eu un certain nombre de problèmes, des dysfonctionnements qui ont été relevés ça et là. On a vu des planteurs, les producteurs, on va dire comme ça, qui se sont plaints parce que bon, il y avait une situation difficile de pouvoir acheminer leur production parce que il s'est trouvé que la production mondiale, non seulement pour cette année 2025-2026, la production mondiale a augmenté et cette production essentiellement portée par l'Afrique et l'Amérique latine ont fait qu'on a vu une bonne production. Il y a eu que les acheteurs de plus en plus n'ont pas manifesté d'intérêt pour pouvoir véritablement absorber tout ça. Mais en même temps, il faut saluer le travail qui est fait par l'État du Côte d'Ivoire. Peut-être que je m'avais vous surprendre, c'est que quand on voit que les efforts qui sont consentis par nos parents et que la rémunération de leurs efforts n'est pas peut-être appréciée à la juste valeur, il y a lieu de s'interroger. Mais en même temps, dire que l'État de Côte d'Ivoire est resté inactif, je pense que ce n'est pas trop juste. Parce que la question, il faut créer la transformation parce que la chaîne de valeur se trouve au bout de la transformation. Et à ce propos, la Côte d'Ivoire est déjà suffisamment engagée avec plus de 15 usines de transformation en beurre de cacao, en poudre de cacao, en pâte de cacao et qui qui transforment localement plus de 1 million de tonnes localement, qui fait de la Côte d'Ivoire le premier broyeur de cacao au monde. Voilà. Et donc, qui fait que notre production nationale est broyée, sinon a connu une première transformation entre 40 et 42%. Et donc, il y a d'abord un travail qui a été fait. Au moment où on fixe le prix à 1200, mais quel est le prix du cacao sur le marché mondial? Le prix du cacao sur le marché mondial était à 1578 francs. Et donc, si on voulait appliquer le même mécanisme qu'on le fait d'habitude, on aurait pu acheter le cacao aujourd'hui à 937 francs auprès des producteurs Bosch. Mais l'État de Côte d'Ivoire a pris plus d'une subvention de plus de 250 milliards pour pouvoir subventionner, soutenir ce prix-là en le mettant à 1200 francs le kilogramme. Donc quand vous regardez 1500 et que l'État achète à 1200 francs le kilogramme, il y a eu des efforts qui sont consentis. Maintenant, à côté de cela, quand vous achetez, c'est qu'il faut que l'État de Côte d'Ivoire aussi soit dans la possibilité d'aller revendre. Mais là où le prix était intéressant, l'État de Côte d'Ivoire a consenti 2800 francs aux producteurs. Et donc, moi, je voudrais d'abord remercier ici monsieur le directeur général du Conseil Café Cacao, le ministre de l'Agriculture, et tous ceux qui travaillent dans l'écosystème qu'on appelle ça, du binôme Café Cacao, mais singulièrement pour le cacao. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mécanisme qui est mis en place va permettre de pouvoir racheter toutes les réserves de cacao qui sont là. Et ça va permettre à l'État, bien évidemment, de pouvoir vraiment adresser cette question-là parce que des voix se sont levées pour dire qu'on n'arrivait pas à écouler le cacao. Mais en même temps, c'est que, comme Michel l'a dit, nous produisons une matière que nous ne consommons pas en premier. C'est aussi ça. On produit, on est premier producteur de cacao, mais combien sommes-nous les Ivoiriens qui mangeons le chocolat? Et donc, du coup, il y a cette volonté, il y a cette donne-là qu'il faut prendre en compte. Nous produisons la plus grande partie du cacao mondial, mais en même temps, nous ne la consommons pas. Il faut que ça parte ailleurs, parce que c'est eux qui font la demande, qui ont la culture du chocolat, notamment les Suisses. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, comme la demande était très importante, les Suisses, qui sont dans une disposition d'anticipation, ils achètent nos cacao en réserve pour ne pas qu'eux, ils aient des ruptures pour leurs différentes usines. Et donc, quand la production augmente et qu'eux, ils ont des réserves déjà importantes, donc la volonté d'acheter n'est plus pour eux une priorité. Et donc, du coup, nous, on a beaucoup de cacao, mais il n'y a personne pour acheter. Bien, et donc, l'État subventionne de sorte à ce que les producteurs ne soient pas lésés. Bien, effectivement, l'État a apporté un soutien à hauteur de 231 milliards de francs CFA. Est-ce que vous jugez cela suffisant? Et puis, comment expliquez-vous le fait que la Côte d'Ivoire, les producteurs ivoiriens sont-ils toujours dépendants du marché mondial? Alors, le producteur de Côte d'Ivoire, en matière de café cacao ou même au-delà du café cacao, l'EVA, le palmier à huile, l'anacarde, le coton, en
En fait, c'est notre politique agricole dans sa globalité qu'il faut revoir. Nous sommes dépendants du marché international parce que, sociologiquement, la plupart des cultures que nous voyons là et que je viens de citer ont été introduites par le colon qui, lui, cherchait de nouveaux débouchés industriels. La matière première pour ces industries. Donc, dans un premier temps, sociologiquement, ce ne sont à part peut-être le palmier à huile qu'on fait au Bénin depuis des siècles et des siècles en arrière. Donc, voici ce qui explique notre forte dépendance à l'exportation. Deuxièmement, en ce qui concerne les subventions qui ont été allouées par l'État de Côte d'Ivoire, je trouve que c'est insuffisant pour plusieurs raisons. Parce que ce que nous ne disons pas assez, c'est que la vente du cacao est cyclique, en fait. Le Conseil du cacao va vendre à l'avance des productions qui ne sont même pas encore sorties de terre. Donc, ça permet de constituer un stock de devises. Parce que le cacao, en Côte d'Ivoire, c'est 40% de nos devises. C'est-à-dire, on vend le cacao à l'international et puis on vend ça en dollars et ça nous rapporte des dollars. Donc là, il y a un gros problème. C'est-à-dire que la plupart des problèmes que nous avons égrenés là sont sus et connus. On a une mauvaise politique sociale en matière d'agriculture. Avec tout ce que l'État n'est pas un acteur direct en fait en matière de vente de cacao, l'État est un régulateur. Voilà, l'État va prélever le droit unique de sortie sur la vente de cacao. Celui qui vend le cacao, c'est le Conseil du café cacao qui est l'organe qui a été mandaté et habilité par l'État de Côte d'Ivoire à cet effet. Donc les subventions de l'État, les interventions de l'État, ce sont des interventions régaliennes. C'est-à-dire que pour ne pas qu'il y ait péril en la demeure en matière de café-cacao, l'État va se substituer aux acteurs naturels de la filière pour gérer le problème. Malheureusement, cet interventionnisme-là, qu'on a l'habitude de voir dans nos États-là, ne nous aide pas également. Donc, au lieu de mettre en place une politique sociale en matière d'agriculture, je ne parle pas seulement du café-cacao, mais je parle de toutes les matières que j'ai citées. L'EVA qui aujourd'hui a un prix qui n'a jamais atteint 500 francs depuis 2011. Au lieu de mettre en place un mécanisme pour dire, bon, on va amortir tous les chocs compte tenu des cycles qu'on maîtrise en fait. Parce que si vous vendez, vous faites une prévente, vous savez combien est-ce que vous allez produire, vous faites des analyses pour savoir à quel moment est-ce que le marché va être saturé. Tout à l'heure, Arsène parlait de transformation en beurre de cacao. Depuis combien d'années on produit et puis on exporte le cacao et puis en 2026, on en vient encore à se demander mais pourquoi est-ce que nous n'intervenons pas dans la chaîne de valeur. Donc il y a un véritable problème. Quand on va au Salon international de l'agriculture, il y a une chose qui généralement m'épate, c'est que quand vous parlez d'agriculture en France, on parle de salariat agricole. Voilà. Les travailleurs, ils sont soumis à des horaires, ils sont soumis à une législation, ils ont des droits sociaux et ils cotisent comme tous les autres travailleurs dans les caisses de solidarité nationale. Bon, de deux choses, une, soit on ne peut pas le faire, soit on ne veut pas le faire. Voilà, le problème, c'est que ça pose un gros problème à l'économie nationale dans la mesure où, de 2000 à 2011, le cacao représentait 15 à 20% du PIB. Aujourd'hui, nous sommes en 2026, le cacao, c'est 14 à 15% du PIB. Ça veut dire que si 100 francs produits de richesse en Côte d'Ivoire, le cacao envoie 15 francs. Donc, on n'a fait ni régression, ni avancée. On est resté en l'état. Donc, c'est la faute à qui? Je prends encore un autre exemple pour vous dire qu'on a une mauvaise politique en matière d'agriculture. Vous allez à Reims, dans la Champagne-Ardenne, vous avez un droit du vin, un droit du champagne et un droit de l'industrie de luxe. Tout ça, c'est adossé à la culture et à l'écosystème de la production du champagne. Bien. Mais ici, quand est-ce que l'Université de Côte d'Ivoire va nous faire un droit du cacao? Ou bien même les universités privées, ça ne fait partie de la priorité de personne. Et nous nous étonnons de ce qu'on fasse un yo-yo dans les conditions de vie de nos producteurs. Bien, merci. Rapidement, ça soulève la question du renforcement du fonds pour la recherche dans nos universités. Non, il faut reconnaître que nous sommes arrivés à un certain moment où il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme et puis sortir
du tout assujettis à l'exploitation de nos cultures. Mais moi, ce que je pourrais dire, contrairement à ce que dit Maître, il ne faut pas être aussi négatif, parce que au moins, il faut reconnaître à cette gouvernance dans les efforts qui sont faits. On a vu par le passé d'autres qui ont acheté des usines fictives de cacao à l'extérieur. Mais au moins, en Côte d'Ivoire, actuellement, les usines existent. Le sujet n'est pas politique. Sans vouloir interrompre, s'il vous plaît, Michel Betta. Non, excuse-moi, c'est pour ça que je me suis excusé. Je t'interromps pas pour faire le débat. Non, vous allez reprendre la parole. Il n'est même pas normal que quand je vienne à Reflet TV, le prix de ma tasse de café coûte 1000 francs CFA dans un pays qui est censé produire du café ici en Côte d'Ivoire. Bien, merci M. Dekouni. Allez-y, Arsène Anoma. Comme je le disais, il faut rendre à Paul, à César ce qui est à César. Au moins, il faut reconnaître à cette gouvernance ce qui est fait pour améliorer les choses. Et au risque d'effaroucher M. Cédric, et je le répète, on a vu d'autres gouvernements où des usines étaient achetées à l'extérieur qui n'existent pas. Au moins aujourd'hui, actuellement, les usines existent en Côte d'Ivoire et elles sont à l'œuvre. On va juger sur pièce. Nous reconnaissons tous qu'il faut que quelque chose soit fait. Il y a une volonté politique qui est là pour changer les choses. Il faut les encourager à le faire parce que nous sommes tous plus ou moins de parents paysans ou bien nous avons des paysans et le pays aussi est assujetti à ces cultures-là. Donc, si ce n'est pas bon, nous allons tous le ressentir. Merci. Donc, il faut féliciter le gouvernement et les encourager à mieux faire. Bien, merci. Michel Betta, est-ce que la question de diversification des cultures est une solution pour les agriculteurs? La diversification, je vois qu'il y a beaucoup de produits quand même. Hein. On a le palmier à huile, on a l'anacarde, mais on n'a même pas les Non, mais pour les producteurs de cacao. Non, j'en viens. Ils ne sont même pas encore arrivés à régler leurs problèmes quotidiens avec ces produits-là. C'est toute la problématique. C'est-à-dire, tu fais des efforts, tu quittes chez toi le matin, tu prends ta machette, tu vas au champ, et puis tu ne peux pas nourrir ton enfant, tu ne peux pas te nourrir, tu es toujours dans les problèmes. Tu appelles Abidjan, envoie-moi un sac de riz, envoie-moi un poisson. Mais c'est des problèmes réels. Donc, on ne va pas continuer de leur dire diversifier. Il faut qu'on trouve des solutions pour ce qui est là, pour les produits qui sont là, de sorte qu'ils trouvent un revenu décent. Moi, je dis souvent, on dit, non, l'agriculture rapporte. Je dis, donne-moi le salaire de tous ceux qui travaillent là-bas. Parce que tu ne peux pas dire, toi, tu as pris de l'argent, les autres, même ceux qui font le sang, là, ils n'ont même pas de salaire. Et puis tu as dit, ça rapporte. Ça rapporte qui? À toi seul? Mais tu te moques des autres. C'est inhumain un peu. L'exploitation. Voilà, c'est inhumain. C'est inhumain, ce qui se fait dans l'agriculture. C'est-à-dire que des personnes travaillent sans revenu et sans même un revenu décent. Et puis, on pense que ça marche. Non, il faut arrêter ça. On est assez mature. Je pense que la Côte d'Ivoire... Et vous pensez que ça ne marche pas? Mais attends, si ça marche pour toi seul, que les milliers de personnes là n'arrivent pas à vivre décemment de leur travail, tu penses que ça marche comme ça? Mais il faut arrêter ça, il faut arrêter de se moquer des agriculteurs. Est-ce que ce n'est pas de l'exploitation de la part de certains agriculteurs également? Non, c'est l'exploitation au niveau du système étatique. Parce que, est-ce qu'il y a un revenu qui est prévu même pour ceux qui travaillent chaque matin au champ? C'est combien? Combien on doit le payer? Bien. Non, il faut arrêter. Allez-y, Eric Bayala. Non, moi, ce caractère alarmiste qui pointe à présenter les efforts qui sont consentis comme si rien n'était fait et que nous étions dans un cataclysme social, vraiment m'écoeure. Parce que, est-ce que dans le système agricole ivoirien aujourd'hui, n'y a-t-il pas des champions agricoles? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des planteurs qui vivent décemment de leur revenu? Non, faut arrêter. Parce qu'il ne faut... Non, doucement. Faut doucement. Ne nous laissons pas emporter par les émotions parce qu'on défend une certaine chasuble. Non. Aujourd'hui, comme Anoma l'a dit, très longtemps, notre économie a été portée par le binôme café-cacao. Il y a eu beaucoup de régimes qui se sont succédés qui, chacun, dans son approche, a tenté de traiter cette question. Aujourd'hui, la posture que la Côte d'Ivoire a avec le Conseil Café-Cacao et tous ceux qui y travaillent, et dont je salue le mérite aujourd'hui, sont dans une situation d'anticipation. Parce que le problème, c'est quoi? On nous dit aujourd'hui que le revenu du planteur n'arrive pas à faire en sorte que le planteur ne vit pas décemment. Mais ce que vous oubliez, je suis planteur, j'ai 2 hectares de cacao, j'ai une femme. Nous vivons avec les revenus de ces 2 hectares de cacao. Après, ma femme et moi, nous avons un enfant, mais nous avons toujours les mêmes 2 hectares. Au fil des années, on a toujours les mêmes 2 hectares et nous avons 5 enfants. Le verger devient vieillissant. Mais naturellement, on ne peut pas vivre décemment de ce revenu. C'est un système dans lequel plus
votre besoin social s'accroît, il faut accroître votre richesse. Mais si vous devenez nombreux et que vous êtes toujours cantonné sur les mêmes 2 hectares, quels que soient les efforts consentis par le système étatique et la gouvernance, mais vous aurez toujours des problèmes particuliers. C'est ça. Regardez les grands planteurs, les agriculteurs américains. Quand on dit que lui, là, c'est un agriculteur, mais on ne le détermine pas parce qu'il a 2 hectares. Ce sont des centaines d'hectares. Parce qu'il ne se contente pas du peu. Vous ne pouvez pas avoir commencé à faire 2 hectares d'EVA il y a 5 ans et après 10 ans d'exploitation, votre famille a augmenté et vous voulez vivre décemment. Mais justement, donc, comme je le dis toujours, il ne faut pas pointer la responsabilité forcément à l'État et au système. Sinon, comment comprendre que depuis 1960 jusqu'à ce jour, nous sommes à nous interroger que le PIB n'a pas évolué, mais parce que les comportements ne sont pas allés avec. Très tôt, on a dit que le retour à la terre était perçu dans une notion galvaudée. Quand on dit, bon, il a été à l'école, comme il a échoué, donc on lui propose le retour à la terre. Et ça, le système retour à la terre a été une promotion faite par le PDCI à l'époque. Or, quand on dit quelqu'un le retour à la terre, c'est perçu comme si, bon j'ai échoué et donc je dois retourner au village. Pourtant, on doit vivre décemment du peuple de l'agriculture. On doit vivre décemment. Aujourd'hui, il y a des profils agricoles qui permettent aux jeunes qui veulent faire l'agriculture de s'émanciper. C'est pour ça que vous avez l'école de la deuxième chance, vous avez tous les programmes qui sont consentis par le ministère de la Jeunesse, de sorte à ce qu'on ne soit pas forcément focus sur tout ce qui est industriel, mais que l'agriculture joue vraiment un rôle de rôle. Rapidement, 1 minute 30, merci Dikoné pour terminer. L'agriculture permettra de résorber le problème de chômage au niveau de la Côte d'Ivoire. Seulement, ce que les gens perdent de vue, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a même pas de politique d'accompagnement, puisque dans le système capitalisme où nous sommes là, rien n'engendre rien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller de zéro pour créer quelque chose. Moi, j'ai vu de très grandes plantations dans les pays occidentaux où les gens empruntent et la banque accepte d'accompagner pour que vous puissiez développer vos hectares. Il y a un autre fléau aujourd'hui qui est en train de menacer nos cultures, que ce soit des cultures vivrières ou des cultures industrielles. C'est le morcellement abusif et sauvage qu'on appelle lotissement, où les espaces cultivables qui peuvent permettre aux agriculteurs d'étendre leurs plantations sont revendus. C'est la non-attractivité également. C'est vendu par qui? C'est vendu par qui? Mais c'est l'exemple qui est servi à la société. Voilà. Chacun morcelle ses terres, il les vend. La non-attractivité même du métier noble de producteur qui fait qu'aujourd'hui, nous avons tous ces problèmes-là. Mais le producteur même agricole, il a plein de problèmes. La semaine dernière, moi, j'étais dans mes plantations. Mais quand vous défalquez toutes les charges que vous devez payer, si vous voulez payer correctement vos tâcherons, vous n'avez plus d'argent. Est-ce que vous payez correctement? Oui, je paye correctement mes tâcherons. Voilà. Merci Dikoné, c'est l'heure du carton rouge. Voilà, nous sommes dans les cartons rouges. Le premier carton avec Eric Bayala, carton rouge. Mon carton rouge est adressé à la direction générale des parcs et jardins du district d'Abidjan. Parce que vous arrivez dans certains endroits, dans certains ronds-points, vous voyez tout le jardin qui était là a pratiquement disparu au profit des herbes. Je prends pour preuve le rond-point Saint-Viateur. Quand vous arrivez au rond-point Saint-Viateur, sur la Y4, au-dessus de la Y4, mais le jardin a disparu. C'est devenu une véritable brousse. Pendant qu'on a une direction en charge de ces questions-là, les questions de jardin et des parcs, mais il faudrait qu'ils s'y mettent. Parce qu'en pleine capitale, pendant que des infrastructures sont faites, des investissements importants sont faits, le problème de la maintenance, de l'entretien, il faut que ceux qui en ont la responsabilité puissent vraiment s'y mettre. C'est vraiment important. Merci Dikoné. Non, je vais passer mon tour. Bien, Arsène Anoma. Alors moi, je passe mon tour. Oui, moi, particulièrement, je vais toujours rester dans le domaine environnemental et au niveau de la pollution de nos eaux par les orpailleurs clandestins. Je me demande aujourd'hui comment on a pu laisser l'eau changer jusqu'au point que l'eau aujourd'hui, les fleuves et les rivières ont changé de couleur. On s'attend à quoi? Tuer les poissons ou bien tuer les hommes avant de réagir? Parce que, quoi qu'on dise là, cette eau-là, elle sert beaucoup dans certains villages même
à boire, elle sert à se laver, elle sert à faire l'irrigation même. tout ça, l'irrigation des cultures. Donc, ouais. il faut un vrai plan contre cela. Vraiment, il ne faudrait pas laisser ce genre de situation-là perdurer. C'est un danger pour nos populations. Voilà. Merci Michel Beta, Arsène Anoma, Eric Bayala et Maître Cédric Koné. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même canal pour un autre numéro d'Entre deux News. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.